Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bonjour à tous ces apprenants qui sont là aujourd'hui dans l'amphithéâtre de notre campus de Nanterre, CESI Nanterre. Également à ceux qui nous regardent via le live chaque semaine. Donc nos campus sur la France, 25 campus CESI en France, mais également vos tuteurs, apprenants que vous êtes, ou extérieurs, partenaires ou autres réseaux professionnels ou personnels. En effet, les causeries CESI, tout l'intérêt, c'est qu'on peut le voir en live quand on veut, avec un programme annuel. Ce sont des conférences tous les mardis de 13h à 14h. 10e saison, et oui, déjà. Je me sens un peu plus vieille chaque mardi. 10e saison qu'on monte pour vous, donc avec des thématiques diverses et variées qui touchent tous des sujets d'actualité, des sujets qui vont être transverses à vos formations, vous qui êtes là. L'idée, c'est vraiment pas de vous apporter un cours supplémentaire ou dans votre cahier des charges. L'idée, c'est de vous ouvrir sur des thématiques que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, que vous n'aurez pas forcément envie d'aller voir de vous-même, mais qui peut arriver dans une conversation professionnelle ou personnelle, dans un échange ou rien que pour enrichir votre culture générale et avancer en tant que professionnel et citoyen, toujours plus riche de connaissances. Donc c'est ça qu'on essaye de vous apporter. Vous qui nous regardez, le live, ça fait déjà 4 ans, 5 ans. Donc l'idée, c'est que ce lien soit gratuit, évidemment, unique pour toute la saison et diffusable. Je vous invite fortement, vous qui êtes là et qui nous regardez, à diffuser ce live via vos réseaux ou autres. Ça permet évidemment de proposer l'ensemble de ces thématiques à tout le monde. L'idée, c'est aussi de pouvoir revoir les thématiques passées. On vous propose sur la chaîne YouTube CESI, sur la playlist Les Causeries CESI, les 3-4 dernières saisons entières. Donc on est sur 75 causeries différentes. Vous trouverez votre bonheur à n'en pas douter. L'idée des causeries, c'est quoi? Donc c'est une présentation d'un causeur différent chaque semaine et un échange, évidemment, avec les personnes présentes, mais aussi en distanciel. Je le répète, les questions vont arriver à la fin de la présentation. Vous levez bien la main, je vous apporte le micro pour poser la question. Et vous qui nous regardez, vous posez vos questions au mail suivant, causerie au pluriel, @cesi.fr. Causerie au pluriel, @cesi.fr. Et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Merci à tous. Merci à Dimitri. On retrouve avec grand plaisir Dimitri, pour ceux qui suivent les causeries depuis certains temps, qui est déjà venu, donc il y a 3 ans peut-être maintenant, sur le sujet de l'IA. sur un autre sujet. Aujourd'hui, grand plaisir de t'accueillir de nouveau. Et aujourd'hui, quoi de plus transverse et d'actualité que cette thématique que tu vas nous présenter. Et puis, je vais te laisser également te présenter. Merci à toi d'être là. Et Avec puis, plaisir. je vous souhaite une très bonne causerie à tous. Merci beaucoup Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'étais venu sur l'intelligence artificielle il y a quelques années. J'ai un peu basculé côté tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est atténuation, adaptation au changement climatique. On va en parler ici. Et je pense que ça va vous concerner peut-être encore beaucoup plus vous que moi, parce qu'il y a de fortes chances que vous viviez plus longtemps que moi. J'ai écrit plusieurs points. Un premier point, moi j'ai une propre entreprise, mais au-delà de ça, je suis aussi shifter. Qui sait ce que c'est que shifter ici? Ok, pas beaucoup de bras. Shift Project, ça vous dit quelque chose ou pas? Pas trop. Jean-Marc Jancovici, ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, levez la main pour ceux qui connaissent Jean-Marc Jancovici. Ok, c'est déjà un peu plus. Ok, très rapidement en fait, donc Jean-Marc est à la tête du Shift Project, qui est une association qui réalise pas mal de rapports, notamment l'objectif c'est de décarboner l'économie française sur pas mal de points sectoriels. Il y a dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'administration publique, mobilité, etc. Et il y a une association qui est associée entre guillemets, qui s'appelle les Shifters. Donc ce sont des bénévoles, on est environ 20 000, et vous, tout autant que vous êtes, vous pouvez vous joindre et faire partie de l'association Shifter. Il y a pas mal de, je pense que je verrai après, de choses que vous pouvez faire. Et la cotisation est complètement libre.
Et l'intérêt, c'est que bon, parfois c'est un petit peu stressant, hein, on va pas se mentir, tout ce qui est le changement climatique et ce qui est en train de nous tomber dessus. Il y a deux manières de le faire, hein. Soit, grosso modo, c'est un peu comme le lapin qui se reçoit comment dire, le véhicule juste en face de soi et puis on ne sait pas trop quoi faire. Soit on est à plusieurs, et un certain nombre de groupes ensemble et on agit et pour changer les choses, soit pour atténuer notre impact ou s'adapter. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde, hein. Je veux dire, c'est pas que des mecs ingénieurs qui ont fait Polytechnique, hein. C'est de plus en plus ouvert. Il y a, alors en termes de nombre de femmes, je crois qu'on est peut-être aux alentours d'une 40% de femmes. Auparavant, c'était beaucoup moins, mais on s'ouvre. Et on a absolument besoin des femmes, hein. Je vais être très honnête, parce que sans femmes, on ne ferait pas grand-chose. Et surtout, on a besoin de diversité aussi, de manière globale, hein, parce que lorsque vous regardez un sujet, hein, eh bien, soit on peut avoir un prisme comme ça, lorsqu'on a plusieurs perspectives, eh bien, évidemment, on est plus capable de les comprendre et puis après, par la suite, de s'adapter, hein, parce qu'on a plusieurs points de vue. D'autre part, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle 2050, Crash ou Renaissance. Donc après, je vous dirai quelle est selon moi la réponse. Mais en fait, il est dans l'un des trois mots, hein. Je vais parler aussi de la société boule de Guy, hein, qui est en fait un concept ou une idée plutôt, hein, que je propose, mais que je vais préciser par la suite. Alors oui, donc pour les shifters, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'initiatives différentes. Il y a aussi bien des initiatives, si vous cherchez un job, ou voilà, vous voulez avoir un job qui est plus dans le domaine environnemental, ou pour réduire effectivement l'impact carbone, ou voilà, de manière globale. Il y a un Shift Your Job qui a ça. Il y a un ciné-débat qui s'appelle Projection Transition. On montre des films et puis après un débat avec les interlocuteurs. C'est vivant. Il y a une fresque de la mobilité. Il y a aussi une initiative autour de la BD ou des vidéos que vous pouvez faire en disant bah tiens, alors soit c'est pas mal parce que pour ce type d'initiative, soit on se dit bon en 2050 c'est la fin du monde et puis on va tous mourir. Bon, c'est pas super enthousiasmant entre nous, hein. Soit deuxième possibilité, hein, vous pouvez vous dire ben tiens moi comment est-ce que je vois un futur, et d'ailleurs c'est un des critères, qui ne soit pas justement catastrophiste, quoi. Et parce que, en réalité, hein, la meilleure façon de changer les choses, bah, c'est que vous l'écriviez, que vous le pensiez, pour le faire par la suite. Donc soit on peut se dire, bon, bah, ça nous tombe dessus, puis on attend que ça nous tombe dessus, ça va être la cata, c'est une première possibilité, hein, ça c'est votre choix. Soit deuxième possibilité, vous dites, bah non. Moi, j'ai vraiment envie que demain, ça soit, par exemple, effectivement, c'est pas uniquement environnemental, hein, mais il y a des impacts, effectivement, peut-être qu'on utilise plus, je sais pas, une mobilité décarbonée, peut-être qu'il y ait plus de solidarité entre nous, que ça soit peut-être plus de choses locales. Ben, c'est en allant dans ce sens-là que vous allez le créer. Enfin, plus vous que moi d'ailleurs, hein. Donc, parce qu'effectivement, on va le voir par la suite, il y a quelques petits impacts. Et puis, il y a aussi un podcast qui s'appelle Time to Shift et plein d'autres initiatives, hein. C'est très simple. Vous allez sur Internet, vous marquez Shifters, et vous allez tomber directement sur le site. C'est très simple. Il y a beaucoup aussi de cafés Shifters, plein de choses qui ont lieu. Et c'est super sympa. Il y a une super ambiance avec, je vous dis, plein d'événements locaux ou nationaux ou locaux. J'ai déjà dit locaux. OK. Là, on va partir sur une première chose, sur le gaz à effet de serre. Je ne vais pas passer trop de temps, mais petite question rapide. Hein, selon vous, quelle est... Alors, il y a une température moyenne depuis presque la nuit des temps, entre guillemets, qui peut varier, hein, mais depuis, on verra 10 000 ans, elle est à peu près stable. Selon vous, quelle est la part de l'activité humaine qui a provoqué ce réchauffement climatique entre 0 et 100%? Dites-moi des chiffres, hein, je ne vais pas dénoncer personne. Combien? 70 hein? 100%. 100%. Mais pour une raison toute simple, hein, c'est qu'en réalité, donc, il y a des énergies fossiles, hein, du pétrole et du gaz qu'on met dans le sol. Hein. Ça, c'est le cursus normal. Hein. Quand on extrait, l'être humain extrait du pétrole, eh bien, on le transforme en fait en CO2, donc c'est bien une activité humaine. Et le CO2, il va aller notamment dans l'atmosphère, dans les océans, etc. Donc en fait, c'est 100% du réchauffement climatique est dû à des activités humaines. Ce n'est pas 70 ou 80%. Le reste, il y a des variations, hein, qui sont effectivement météorologiques, etc. Mais le réchauffement additionnel, et alors, petite autre question, souvent on prend comme base entre 1850 et 1900 le réchauffement climatique, enfin la base de départ. Selon vous,
aujourd'hui, dans le monde, quelle est la température moyenne au-dessus de laquelle on est? Est-ce que c'est, je sais pas moi, 0,2, 1, 2, 3, 4, selon vous hein? Parlez plus fort qu'on vous entend. Alors, bon, j'ai entendu quelques je vais les prendre comme ça. Alors, c'est 1,2 degré aujourd'hui. Et alors, après, je vous dirai pourquoi on dit que ce n'est pas beaucoup, hein, 1,2. En réalité, c'est qu'une moyenne. Et en France, déjà, on a plus 1,7. Mais 1,7 degré, ça ne veut pas dire qu'il fera 1,7 degré plus chaud juste de temps en temps. C'est que de temps en temps, et on va le voir par la suite, les températures peuvent devenir extrêmes. Je ne sais pas si, pour ceux qui vivent dans un appartement, dans certains endroits, c'est la canicule, il fait extrêmement chaud, ce n'est pas super agréable, bah, ça va être de plus en plus compliqué par la suite. Donc malheureusement, c'est quelque chose que c'est facile à prédire. Et donc en France, c'est 1,7 degré, parce qu'on est dans quelque chose qui est tempéré. Et juste pour rapidement expliquer le point, c'est qu'en fait, il y a effectivement le soleil qui frappe donc, la Terre, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie qui est réémise vers l'espace. Et les gaz à effet de serre, donc notamment alors, CO2, donc dioxyde de carbone, CH4, c'est le méthane, ici c'est le protoxyde d'azote, N2O, sont des gaz qui vont capturer ce qu'on appelle les infrarouges. Nous, on voit dans le rayon visible, et puis il y a aussi l'infrarouge, d'ailleurs les caméras infrarouges qui permettent de voir la chaleur. Ah ben, ces gaz, ils les capturent. Donc en fait, plus il y en a, plus ça capture la chaleur. Et donc, comme nous, on prend du pétrole ou des gaz et on les transforme en CO2, plus il y a de CO2 ici, bah évidemment, plus il fait chaud. C'est tout bête, là, c'est plus basique, il n'y a pas. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, on a eu plein d'activités qui sont géniales, parce que ça nous a permis de démocratiser plein de trucs. Grâce à ça, on a, comment dire, que ce soit des appareils électroménagers, votre smartphone, il fait plus chaud, même en termes de niveau de vie, tout le monde a augmenté. Donc, franchement, le pétrole, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, ça pose un petit souci parce que, pétrole, j'ai ma voiture, quand, par exemple, c'est le moteur à explosion, ça émet du CO2, donc de plus en plus de CO2. Et il faut savoir que nous vivons depuis environ 10 000 ans dans ce qu'on appelle une niche écologique. Ça signifie qu'avant 10 000 ans, il faisait la période, notamment une période glaciaire, entre guillemets, et donc il faisait plus froid. Et depuis, eh bien, comme il fait plus chaud, on a pu faire l'élevage, cultiver. Donc ça, c'est parfait. Mais maintenant, on est en train de sortir en fait de cette niche écologique. On est aux alentours, qui sera aux alentours d'en moyenne de 15 degrés. Et ce qui fait qu'il y a des endroits où on ne va plus pouvoir vivre normalement. Et donc, ça a un certain nombre d'impacts, canicule, etc. Enfin bon, pas mal de choses. Donc là, l'enjeu, c'est comment on fait pour éviter de sortir de cette niche écologique dans laquelle on vit depuis environ 10 000 ans, où on a pu avoir l'agriculture, l'élevage, etc. Et aujourd'hui, comment dire, en France, on émet environ 10 tonnes entre 9 et 10 tonnes par personne. Principalement, c'est les transports en France, donc c'est environ 30% des émissions. Et donc c'est lorsque vous utilisez votre véhicule. Et après, il y a l'alimentation qui est liée donc notamment, enfin c'est particulièrement lié à la viande. C'est tout bête, c'est parce que les vaches en fait, émettent donc du méthane, donc elles rotent, elles mettent du méthane. Évidemment, le méthane, comme c'est un gaz à effet de serre qui a un fort impact, environ 28 fois plus important que le dioxyde de carbone, évidemment, ça réchauffe plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter la viande, mais on peut tout à fait réduire effectivement sa consommation de viande. Ensuite, il y a bien sûr chauffer les bâtiments, il y a aussi tout ce qui est la consommation et près l'administration publique. Alors là, on voit uniquement la partie climat, mais vous devinez bien qu'il y a d'autres impacts. C'est-à-dire que, par exemple, pour les produits électroniques, c'est un impact carbone, mais ça a aussi un impact sur l'environnement. Si, par exemple, il faut extraire donc un certain nombre de métaux de la Terre, ça évidemment émet du CO2, mais ça crée aussi une pollution directement autour des mines notamment, et puis il y a plein d'autres impacts sur le recyclage, etc. Et la Terre, en fait, est à peu près capable d'absorber environ 2,5-2,6 tonnes. Principalement, c'est l'océan
qui les absorbe, mais là aussi, un petit impact, c'est qu'en absorbant donc, du dioxyde de carbone, l'océan s'acidifie, et comme ça s'acidifie, évidemment, il y a moins de biodiversité à l'intérieur des océans, et d'ailleurs, elle est de moins en moins capable d'absorber du CO2. Alors, ce n'est pas la partie la plus fun que je vous raconte, mais bon, il vaut mieux au moins savoir de quoi on parle, et ensuite, après, on parlera de comment on peut s'adapter à ça, et aussi atténuer. Alors, donc évidemment, après la question, c'est à force d'émettre du CO2 ou du méthane, etc., où est-ce qu'on va aller? Et ce qui est intéressant de voir ici, quand on regarde la concentration depuis environ 1 million d'années, on voit qu'il y a des variations. Donc évidemment, quand les gens disent « Ah ouais, ça a augmenté, ça a diminué », oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs choses, c'est que là, on voit quand même que ça a fortement augmenté récemment. Et une deuxième chose aussi, c'est qu'ici, on n'était pas 8 milliards de personnes, là. On était, alors je ne sais pas, peut-être 1 million, enfin même moins, je pense qu'on a peut-être 100 000 personnes, je ne sais plus exactement le chiffre. On n'est pas très nombreux. Donc à la limite, je veux dire, s'il y avait un impact, on pouvait toujours se déplacer, on pouvait aller ailleurs, etc. Là, quand on parle par exemple d'augmentation des eaux et que vous retrouvez, je ne sais pas moi, à Lorient, aux îles Noirmoutier ou en Inde ou ailleurs, vous avez un sacré problème parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le lien ou la corrélation, même plus que la corrélation, c'est le lien de cause à effet entre l'augmentation des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre et la température. Vous voyez que c'est directement lié. Idem pour l'augmentation du niveau de l'eau, sachant que, alors là aussi, voilà, il y a d'autres effets, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et en fait, on dit, oui, j'aurais déjà entendu quelques réactions qui disent, ouais, c'est pas 1,2, que ça change. Ouais, sauf que, je ne sais pas si vous savez, pour les tremblements de terre, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle Richter. Et lorsqu'on bascule, par exemple, de 5 à 6, en termes de l'échelle de Richter, bon, ça commence à devenir des tremblements de terre plus importants, mais si on passe de 6 à 7, c'est beaucoup plus important. Et de 7 à 8, c'est bien ce qu'on appelle, l'échelle est logarithmique, mais de plus en plus important. Donc, de passer de 1 à 1,2, c'est assez grave, mais c'est de 1,2 à 1,4, c'est beaucoup plus important en termes d'effet. Donc, et là, on est en train de monter à chaque fois. Alors les impacts, vous commencez un petit peu à les ressentir, vous, vos parents, vos amis. Ça a des impacts. Alors, il y a la moyenne météorologique qui varie. Par exemple, il y aura de moins en moins d'hivers où il fera beaucoup de neige. Donc ça pose d'ailleurs un petit souci pour un certain nombre de stations de ski, notamment dans les Pyrénées ou ailleurs, qui ont la neige artificielle, ce qui n'est pas vraiment top. Mais il n'y a plus d'activité de tourisme durant les périodes d'hiver. Donc il faut qu'ils changent parce que ça ne va pas tenir longtemps. Et puis après, on voit beaucoup d'événements extrêmes. Encore récemment au Chili, donc des feux de folie malheureusement. Il y a le Nord-Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais qui a été inondé. Et ça a un impact à la fois sur l'écosystème, donc ce n'est pas uniquement la température, mais aussi sur la biodiversité. Et puis aussi sur le mode de vie. On va en parler par la suite. C'est des trucs, encore une fois, je sais que ce n'est pas super méga enthousiasmant, mais après vous avez les clés en main pour changer les choses. Il y a un peu plus de personnes qui décèdent malheureusement. En France, il y a en Europe, je crois que c'est en 2022, il y a eu plus de 65 000 morts en plus. Pourquoi ? Parce que y a des personnes qui ont trop chaud, donc elles sont plus faibles et malheureusement elles décèdent. Alors ça touche en priorité effectivement les personnes les plus âgées, mais ça touche aussi les personnes qui sont plus jeunes. Puis évidemment, ça a un coût aussi, notamment au niveau des urgences. Il y a pas mal de personnes qui vont aux urgences, ce qui fait qu'il y a un goulot d'étranglement par rapport à ça. Il y a aussi évidemment des dommages pour les bâtiments, ce qu'on appelle le retrait-gonflement. Vous avez par exemple un immeuble ou une maison qui se trouve sur une terre où il y a de l'argile. Évidemment, quand il y a de l'eau comme une inondation, ça se gonfle. Et puis après, quand il fait très sec, pouf, ça se rétracte. Et quand vous faites des trucs comme ça, avec le bâtiment, les fondations, elles se fondillent, quoi. Et ça coûte, c'est l'un des sinistres les plus importants pour les assurances. Inondation, j'en ai parlé, envolée des prix. Parce que quand vous ne pouvez plus, en Espagne, par exemple, vous avez Barcelone, où tous les endroits, il y a des pénuries d'eau, faut le savoir. Donc ils coupent une partie de l'eau, à Barcelone. Je ne sais pas si vous allez à Barcelone de temps en temps, mais ça veut dire qu'on réduit la consommation d'eau. Mais évidemment, pour les aliments, là aussi, ça a un impact parce que évidemment, ça coûte beaucoup plus cher puisqu'on peut moins produire. C'est logique, ça peut l'offre et la demande. Et puis après, voilà les feux. Et notamment,
C'est quelque chose qui était complètement inattendu peut-être il y a quelques années, hein, mais il peut commencer à y avoir des feux de forêt, hein, notamment en Île-de-France. Il y en a eu en Bretagne. Ce genre de truc, les gens se disaient mais attends, c'est juste pas possible. Ce qui d'ailleurs pose un petit souci au niveau de l'adaptation, c'est que imaginez que vous ayez soit plein d'inondations partout ou plein de feux de forêt en Île-de-France, en Bretagne, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous retrouvez avec les services de l'État qui se disent bon ok, mais auparavant on mettait tout le monde en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, tout à coup, c'est partout en France. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Et je parlerai après de la société Boule de Guy par rapport à ça. Alors, ici, donc, on voit l'augmentation des émissions gaz à effet de serre. Si on continue comme ça, on arrive à plus 3 à 5 degrés. Si on arrive à ce niveau-là, ça va devenir très, très, très compliqué. On a déjà, en fait, émis 2,5 gigatonnes. Donc, en moyenne, sur Terre, on émet environ une quarantaine de gigatonnes et on arrive donc, comme je l'ai dit, à 1,2 degré. Évidemment, idéalement, il faudrait, et je sais que certains d'entre vous ont parlé de 2 degrés, hein. En fait, il y a eu un accord de Paris qui a été signé par les États pour dire on va essayer d'atteindre 1,5 degré. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer, c'est quasi impossible de le faire. Il faudrait qu'il y ait une météorite qui nous tombe dessus, qui tue la plupart des gens, et là potentiellement on arrivera à 1,5 degré, mais il ne faut pas non plus l'espérer. Deuxième chose, l'accord de Paris dit qu'il faut faire le maximum pour être en dessous le plus possible de 2 degrés. Et là, en fait, c'est aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, on se dit, voilà, on va essayer de ne pas dépasser les 2 degrés. Et pour ça, ça signifie ne pas émettre plus de entre 0,5 et environ 1 gigatonne de CO2. Ça veut dire quoi? On continue comme on fait d'habitude pendant 15-25 ans et puis on met à 0. Zéro, c'est pas possible parce qu'on voit bien que là, par exemple, on consomme comme on vient, on ne peut pas arrêter complètement de consommer. Et donc ça signifie une forte diminution d'environ de 5% par an. 5% par an, pour vous donner une ordre de grandeur, ça représente c'est comme si vous avez un Covid supplémentaire tous les ans en termes d'impact économique. C'est vraiment très très gros. Et aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne suit pas ça. On diminue. Par exemple, en France, notamment, on a réussi à réduire. Alors, c'est vrai que c'est plus simple de diminuer au début qu'à la fin. C'est comme si vous avez des revenus. Si, par exemple, vous diminuez votre revenu ou ce que vous gagnez chaque mois plus tard, ou l'allocation que vous avez de 5% le premier mois ou la première année, ça va. Mais au bout de 4-5 ans, ça devient très, très compliqué. Surtout si les prix augmentent. Alors, là, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, le climat, c'est une des composantes. La chance qu'on a, c'est que, enfin, c'est un peu ironique ce que je dis, c'est qu'on a plein d'autres petits problèmes par la suite, puisqu'en plus du dérèglement climatique, il y a des dérèglements environnementaux qui sont liés à la chute de la biodiversité, on arrive à des seuils qui sont très proches de l'extinction de masse. Je pense qu'on parle souvent parfois d'anthropocène, mais il y a aussi la pollution plastique, pollution de l'air, pollution de la terre, avec les pesticides ou ces éléments-là. Il y a aussi une crise énergétique. Souvent on appelle ça la double contrainte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça nécessite de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie notamment. Donc, par exemple, aujourd'hui, il faut environ 15 barils de pétrole, enfin entre 15 et 20 barils de pétrole en moyenne, pour extraire 100 barils de pétrole. En 2050, il en faudra 50. Donc il faut beaucoup plus d'énergie pour produire de l'énergie ou pour en produire. Ce qui veut dire, c'est que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Et donc, nous, quand on est agriculteur, quand on chauffe, etc., on utilise de l'énergie. Sauf qu'elle va devenir de plus en plus chère. Donc, la question, c'est il va falloir réduire sa consommation parce que les prix vont très fortement augmenter. Après, on pourra parler, effectivement, il y a un certain nombre de solutions. Les énergies renouvelables, si vous parlez du nucléaire. Le point, c'est est-ce qu'on arrivera à compenser ça? Pour être tout à fait honnête, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas d'autre choix que de faire de la sobriété. Alors, sobriété, il vaut mieux choisir son propre chemin de sobriété que de le subir, sinon c'est la pauvreté. Et de l'autre côté, bien sûr, avoir plus d'efficacité et remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies. Et puis, matières premières. Par exemple, comme il y a évidemment, il faut par exemple pour les mobiles, on a besoin d'extraire beaucoup de matériaux, beaucoup de terres pour en parvenir à en extraire quelques éléments, des terres rares notamment.
Mais le problème, c'est que le réchauffement climatique a un impact, puisqu'il y a une sécheresse à Taïwan ou au Chili. L'impact, c'est qu'on peut moins produire de semi-conducteurs. Comme on produit moins de semi-conducteurs, notamment les usines qui sont partout dans le monde, y compris en Europe, peuvent moins prendre de puces. Et comme elles peuvent moins prendre de puces, elles peuvent moins vendre de voitures. Dans le Chili, il fait trop chaud, donc on produit moins de cuivre. Or, on a besoin de cuivre pour électrifier et pour connecter les panneaux solaires et les éoliennes au service. Donc, ça devient plus compliqué. Donc, c'est les quelques petits enjeux auxquels on fait face. J'en parle pas mal d'ailleurs dans le bouquin. Il y a même le sable, par exemple. Le sable, on a une pénurie, parce que le sable dans le désert, comme on est en Arabie Saoudite, il est rond, quoi, et donc on ne peut pas l'utiliser pour le bâtiment. Donc, il y a pas mal de sable des personnes qui pillent, je ne sais pas, au Maroc, même pendant un temps en France, ils pillaient le sable pour produire notamment des bâtiments. Bon. Alors, où est-ce que nous on se situe? J'en ai un petit peu parlé en termes de pourcentage. Grosso modo, une grosse partie, c'est les transports. Ça signifie que c'est là où vous, et aussi en incitant, ce n'est pas uniquement vous, mais à travers les actions que vous pouvez avoir auprès de vos proches, de votre ville ou ailleurs, vous pouvez réduire votre impact. Donc après j'en parlerai après, mais c'est grosso modo effectivement peut-être utiliser plutôt les vélos ou d'autres choses. Encore une fois, parfois c'est pas simple. Si on vit dans une commune rurale et que vous n'avez pas de piste cyclable ou que pour bouger, il n'y a pas d'autre choix, vous êtes obligé d'utiliser la voiture. Et donc, ça signifie aussi qu'il y ait des alternatives écologiques qui tiennent la route. Et un moyen de le faire, lorsque les pouvoirs publics ne le font pas, c'est aussi de faire pression en disant vous êtes gentils, ça coûte de plus en plus cher l'essence. Ce serait peut-être pas mal qu'on ait des systèmes. Alors, est-ce que c'est du covoiturage? Est-ce que c'est des transports en commun? Est-ce que c'est des pistes cyclables? Il y a pas mal de solutions possibles. Mais pour qu'au moins on réduise son impact, ce qui a aussi un impact sur le portefeuille. Parce qu'évidemment, si vous utilisez un véhicule, ça nécessite de l'essence, ça coûtera de plus en plus cher. Si vous utilisez un vélo ou autre chose, ça coûtera de moins en moins cher. L'alimentation, j'en ai parlé, mais encore une fois, moi, je vais être franc, je ne suis pas vegan, mais je mange moins de viande. Et c'est clair que si vous passez, par exemple, de 5 viandes par semaine à 1 viande par semaine, vous aurez plus d'impact qu'une personne qui passe de 1 viande par semaine à 0. Donc, après, chacun fait comme il veut. Et puis après, on peut découvrir l'idée, c'est pas de dire on arrête toute la viande, mais c'est d'en prendre conscience et puis se dire je vais peut-être goûter des trucs des plats végétariens. C'est pour ça qu'on met les options végétariennes dans la cantine ou dans des selfs, parce qu'il y a d'excellentes choses. Après, l'idée, c'est ça. Et après, c'est la question d'impact. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est les logements, notamment la rénovation de logements, la rénovation globale, les achats et les services collectifs. Ça, c'est pour vous donner un peu une vision plus précise des différents impacts. Vous voyez, la voiture, c'est une grosse partie, c'est 2,1 tonnes sur environ les 10 tonnes. Il y a la viande. Et puis après, il y a d'autres choses. Alors, le numérique, c'est un peu moins important. On le voit, c'est tout ce qui est autour de ça. Donc, ça paraît assez peu. C'est vrai que c'est assez peu, mais ça augmente très fort. Et effectivement, par exemple, l'intelligence artificielle, qui a plein d'avantages, puisque j'en ai parlé aussi. Il faut savoir toujours se poser la question, à quoi vais-je l'utiliser? Si c'est pour faire des images de chats ou des images de tel ou tel truc, c'est peut-être pas super pertinent. Il y a peut-être d'autres usages qui sont plus intéressants à faire. Donc, quand on utilise les technologies, c'est se poser la question de en quoi je peux l'utiliser qui peut avoir un impact positif, social, environnemental. Et puis après, de toutes les manières, ça va très fortement augmenter. Donc là, c'est encore assez peu, mais ça va être de plus en plus. Alors après, il y a un certain nombre notamment d'entreprises qui se disent, alors maintenant un peu moins, qui disent tiens, on va être neutre carbone. Alors neutre carbone, c'est quoi? C'est notamment, pas la citer, mais l'entreprise qui maintenant a changé heureusement, mais qui disait si vous payez telle somme d'argent, on va compenser vos émissions carbone. Grosso modo, on va planter des arbres à l'autre bout du monde qui vont compenser les émissions de carbone. Sauf le petit souci qu'il y a derrière, c'est que si on voulait, entre guillemets, compenser avec des arbres la totalité des émissions gaz à effet de serre, il faudrait planter 9 forêts amazoniennes dans le monde, en plus de la forêt amazonienne qui existe déjà. Donc déjà, je sais pas, est-ce qu'on veut les mettre sur les océans, j'en sais rien, sur les mers ou ailleurs, je sais pas, c'est pas possible. Donc ce qui veut dire, c'est que, certes, on peut avoir des projets, c'est très bien d'avoir des projets agroécologiques pour reforester,
mais ça ne suffit certainement pas, et l'objectif, c'est de réduire ces émissions. Et en plus, il y a plein d'autres problèmes, parce que, encore maintenant, ils font un peu plus attention, mais il y a certaines périodes où, grosso modo, ils plantaient plein d'arbres, toujours la même espèce, donc la biodiversité, c'est la cata. Évidemment, comme il fait un peu plus chaud, il y a plus d'incendies. Comme il y a plus d'incendies, on plante une forêt aujourd'hui, on se dit dans 10 ans, ça va compenser, sauf que, pouf, elle a brûlé. Comme elle a brûlé, paf, ça fait des émissions de CO2 en plus. Enfin, bon, c'est la bérésina. Autre chose, on se dit la technologie. Alors, la technologie, c'est génial. Alors, encore une fois, c'est un sujet que j'aborde. Donc, c'est dans le bouquin, je vais être franc, c'était vraiment mon dada. Et c'est encore un peu mon dada, je l'avoue. Mais il y a des limites. Il y a des limites parce que, déjà, ça a des impacts environnementaux. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. D'un côté, vous avez une mine, vous devez extraire des minerais. Il faut savoir que parfois, c'est 1%, souvent c'est même 0,1% sur une mine qui pourrait être transformée, je ne sais pas, est-ce que c'est en lithium ou en d'autres terres rares ou du cuivre, etc. Ce qui n'est pas une terre rare. Et grosso modo, ils vont récupérer 99% de terres avec des acides, etc., qui souvent, en fait, d'ailleurs, sont déversés, ça dépend où, mais qui peuvent être déversés à tel ou tel type d'endroit, mal fait. Parfois, c'est un peu mieux fait, mais c'est jamais parfait, nul n'est parfait. Donc, ça a des impacts environnementaux. Premier problème. Deuxième problème, c'est que ça prend du temps. Saviez-vous que le premier véhicule qui a dépassé les 100 km/h, c'est en 1899, c'est un véhicule électrique qui s'appelle la Jamais Contente. Et il a fallu plus de 100 ans, 120 ans, pour que ça commence à démarrer les véhicules électriques, parce qu'entre-temps, il y a eu le véhicule à essence. Donc ça prend du temps. C'est comme pour le vaccin Covid. Là aussi, entre le moment où on l'a découvert et le moment où ça a vraiment pu être mis en place, il a fallu une trentaine d'années, etc. Donc il y a toujours du temps, parce qu'il faut mettre en place des infrastructures, il faut qu'il y ait un modèle économique, ça prend du temps. Et puis après, évidemment, on dépend de l'électricité, des matières premières. Une IA, c'est sympa, mais vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'IA, fini. Votre téléphone portable, si vous avez des pannes d'électricité, je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui vivent au Liban, mais il y a d'autres pays où c'est extrêmement compliqué parce que vous n'avez pas l'électricité tout le temps, et ce que nous aujourd'hui on pense comme c'est acquis, c'est pas toujours acquis, quoi, et c'est de moins en moins. Et puis c'est faillible, y compris l'IA, vous avez pu voir pour ChatGPT ou pour d'autres, c'est que ça a tendance à se planter, donc il faut faire attention. Et donc, on peut avoir plusieurs axes. On peut réduire son propre impact. L'autre chose, et vous aussi, vous pouvez aider d'autres organisations, d'autres personnes à réduire leur impact. Et c'est la même chose pour l'adaptation. Vous pouvez vous adapter, je dirai quelques exemples après, mais vous pouvez aussi apprendre à d'autres organisations, aux élus, aux entreprises, à s'adapter, à devenir résilients. Et c'est un point important, parce que souvent on a un peu cette casquette, et oui, moi c'est bon, je suis vegan, j'utilise plus que le vélo, je me déplace plus, je pars plus en vacances, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Peut-être l'idée c'est, ok, déjà ça c'est dur, parce qu'il faut quand même, on est là sur Terre aussi pour quand même avoir du plaisir de vivre. Alors plaisir de vie, on peut le faire de manière très carbonée ou moins carbonée, mais bon, si vraiment la vie vaut plus la peine d'être vécue, à quoi ça sert d'être sur Terre ? Donc ce que je veux dire par là, c'est que derrière, évidemment, il y a un certain mode de vie, certes sobre, mais on peut avoir plein de plaisirs, plein de choses qu'on peut faire. Et de l'autre côté, on peut aussi, sans venir avec comme ça en disant oui, toi, tu consommes autant, réduis ça. Prendre les gens à rebrousse-poil, ça marche très très peu, voire pas du tout. Mais plutôt de les accompagner, les aider à réduire leur impact en trouvant des solutions. Si par exemple vous êtes bon cuisinier ou bonne cuisinière, vous pouvez proposer des recettes véganes, j'en sais rien, ou le vélo, ou le covoiturage, vous pouvez proposer aussi. Alors ici, donc, une des politiques pour réduire environ de 5% par an. Alors j'en ai cité quelques-unes. C'est on peut partir sur ce qu'on appelle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le principe, c'est le suivant. Alors il y en a plusieurs, assez rapidement, il y en a 5. C'est refuser d'utiliser certains types de produits. Ensuite, c'est réduire. Donc refuser, ça peut être par exemple acheter en vrac plutôt que d'acheter avec des emballages. Réduire, ça peut être réduire un certain nombre de consommations. Ensuite, il y a qui est soit reconditionné ou réutilisé. C'est par exemple un ordinateur, plutôt qu'en acheter un nouveau, on achète un qui a été reconditionné ou réutilisé, les produits. Ensuite, après
c'est recycler, hein, parce que ça consomme de l'énergie. Puis après, on a ce qu'on appelle remettre en terre, un peu composter, pour les produits à usage unique. Donc on peut utiliser ça dans l'industrie ou acheter plutôt des produits qui vont dans ce sens-là. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est transport, ça j'en ai parlé, et puis tout ce qui est logement ou énergie, c'est utiliser plutôt des énergies qui sont décarbonées. Et donc, ça signifie que nous, déjà à titre personnel, grosso modo, on peut avoir un impact sur 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire tout le job, mais le job, c'est aussi... alors je vais parler après du numérique, mais c'est aussi effectivement les autres, c'est notamment la société, c'est les services publics, c'est les entreprises qui peuvent le faire. Si on regarde, je fais un petit focus sur le numérique. Numérique, ça représente environ... Alors, il y a bien sûr des pays qui émettent beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour venir représenter. C'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La France, c'est environ 0,9%, parce qu'à cause du nucléaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire en France, parce que, juste pour la petite info, c'est clair que si vous dites aux autres pays, tiens, ce serait sympa que tu réduises tes émissions de gaz à effet de serre, mais nous, on ne fait rien du tout, ça ne marche pas trop. Deuxième chose aussi, c'est qu'on le voit, c'est que la France est pionnière dans pas mal de sujets. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a la loi AGEC, notamment, y compris sur d'autres sujets comme RGPD ou l'IA. Elle est pionnière sur pas mal de sujets. Sur la réglementation, évidemment, mais pas que, on ne va pas être méchant. Et de l'autre côté, ça a un impact sur l'Europe, qui ensuite a un impact sur le monde entier. Il y a une directive, pas rentrer dans le détail, qui s'appelle CSRD, qui oblige les entreprises à montrer des informations en termes de reporting environnemental et social, et qui va avoir un impact sur l'ensemble des entreprises dans le monde entier, dès lors qu'elles produisent ou elles vendent aussi en Europe. Et donc, et le numérique, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui augmente fort. Une grosse partie des émissions provient des équipements. Donc, il y a une partie l'usage, mais c'est simplement le fait de racheter de nouveaux équipements neufs qui émettent beaucoup d'émissions de CO2, d'où la raison pour laquelle c'est mieux, effectivement, d'acheter du reconditionné. Et puis après, voilà, il y a d'autres choses, le réseau et les data centers aussi, qui ont un impact, et l'utilisation, c'est environ 20% là-dessus. Alors, au niveau, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, ça, c'est la quantité de cuivre qu'on récupère. Évidemment, vous devez c'est pas une vraie image, on n'a pas trouvé une grosse pépite de cuivre à l'intérieur de la mine, mais c'est l'ensemble, ça c'est la totalité de la mine, et ça c'est la quantité de cuivre qu'on récupère dedans. C'est encore beaucoup moins pour d'autres, je veux dire, pour tous les métaux rares qu'on va retrouver dans votre téléphone, c'est des nanogrammes, parfois c'est 0,01%, et d'ailleurs, la quantité, la concentration dans vos smartphones de terres rares est encore plus faible que là-dedans. Donc ça devient, c'est juste quasi impossible pour la très grande majorité des terres rares qui se trouvent dans votre téléphone de les recycler. Parce que c'est beaucoup trop petit, c'est des nanogrammes, quoi. Et donc là, c'est d'autres choses, d'autres méthodes sur le domaine du numérique sur lesquelles vous pouvez réduire votre impact. Alors potentiellement le télétravail, après, attention, il y a des cas où c'est pertinent ou d'autres qui ne sont pas. C'est clair que si vous chauffez à bloc chez vous et que vous êtes tout seul et que vous venez en vélo jusqu'ici, évidemment, votre impact carbone sera beaucoup plus important que si, par exemple, on est au printemps, il ne fait pas très chaud, que généralement, vous venez en voiture pour venir jusqu'à l'école, etc. Donc, bien sûr, il faut tenir compte de ça. Mais dans pas mal de cas, ça peut être intéressant. Après, j'en ai parlé, c'est de potentiellement racheter plutôt du reconditionné ou de faire durer, c'est des trucs tout bêtes, faire durer son téléphone, on le fait de plus en plus. Il y a d'autres trucs aussi, comme plutôt que d'envoyer des fichiers qui font quelques mégas, de les envoyer un lien, tout bête, et puis de compresser les fichiers. C'est des petits trucs de base, à partir du moment où on connaît les outils. Je crois ici c'est I Love PDF, là c'est Smash qui est un peu l'équivalent français de WeTransfer. Et donc comme je disais, c'est chacun... On a un impact, et ici, encore une fois, c'est pas pour dire ouais, sur nos petites épaules, il y a le climat, j'en peux plus. Non, je l'ai parlé des shifters, il y a aussi Pour un réveil écologique qui est assez connu, qui vraiment est très tourné vers les étudiants, il y a d'autres associations. Et c'est non seulement d'agir vous, mais c'est de faire bouger les autres. Et là, ça vous donne de l'énergie, quoi. Vous dites, bon, je ne suis plus tout seul face à tous ces enjeux, pas uniquement d'ailleurs climatiques, mais biodiversité, etc. Mais
j'arrive à faire bouger les choses, et bouger les choses parfois sur son territoire autour de soi. Hein. C'est potentiellement avoir effectivement végétalisé, donc ce qu'on appelle avoir des îlots de fraîcheur par exemple, mais c'est plus agréable parce qu'il y a de la végétation. C'est l'économie circulaire, c'est peut-être acheter quelque chose que ce soit des produits locaux, alors parfois c'est un peu plus cher, mais de l'autre côté, comme la personne, peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de chez vous, que vous connaissez, ça lui permet d'avoir des revenus, etc. Donc on va avoir un cercle au niveau du territoire qui est important. Et puis après, évidemment, les pouvoirs publics, là, il y a plein de moyens d'intervenir aussi. Alors, maintenant pour l'adaptation. En fait, il y a deux stratégies qui sont différentes, d'ailleurs, qui concernent aussi les entreprises. Il y a une première stratégie, c'est un peu la stratégie que Jean Le Cam a suivie, je crois que c'est pour le Vendée Globe. Il a un bateau qui est super performant, qui trace comme ça. Sauf que quand il y a une tempête, et là c'est un autre bateau qui est beaucoup plus résilient, quand il y a une tempête, ça n'a pas le même impact. Parce que d'un côté, Jean Le Cam, il a son bateau qui a planté. Et d'ailleurs, si on se situe au niveau d'une entreprise, quand on parle de la croissance à tout prix pour une entreprise, la question pour une entreprise, c'est la suivante. Est-ce que mon objectif, c'est de faire le maximum de profit en très peu de temps? Et à ce moment-là, grosso modo, c'est en train de se arriver, il y en a un certain nombre de boîtes qui se plantent, qui sont en train de se planter, parce qu'elles n'anticipent pas ce qui va se passer. Et il y a d'autres stratégies qui disent, tiens, je ne vais pas faire comme ça, moi ce que je vais faire, je vais anticiper. Je vais anticiper, et il y a plusieurs manières de le faire, notamment, alors j'en ai un peu parlé déjà des 5 R, mais lorsque je vous ai dit le cas des semi-conducteurs, donc une pénurie de semi-conducteurs, eh bien, une autre manière de faire, mais ça nécessite de le concevoir dès le début, par exemple dans les véhicules, ça peut être les machines à laver ou d'autres choses, c'est de dire comment est-ce que je peux concevoir mon produit que si je reçois une machine en réparation ou un véhicule en réparation, mais qui est cassé, je ne peux rien en faire, je peux au moins récupérer des modules pour le mettre dans un nouveau véhicule. Donc là, on va réutiliser une partie. Ou je peux, alors c'est Renault qui a fait ça, notamment, ça s'appelle Refactory, il y a une usine pour reconditionner des véhicules. Et l'intérêt, c'est le suivant, c'est que s'il n'a plus de semi-conducteurs, il a encore une partie de son activité qui fonctionne, parce que soit il fait du reconditionné, il fait la location, etc., etc. Et cette stratégie-là, il faut que de plus en plus d'entreprises le font, parce que de toutes les manières, elles vont être directement impactées dans leur chaîne d'approvisionnement. Et puis, ça c'est un exemple, Seb, qui, par exemple, a... vous savez, c'est des petites pièces comme ça, là. Auparavant, ce sont des pièces en plastique, donc ils en produisaient plein, et quand ça cassait, Seb devait les fabriquer bien à l'avance. Évidemment, c'est le coût de stockage. Et maintenant, ils ont conçu ce petit bout-là pouvoir l'utiliser, l'imprimer en 3D, avec une impression 3D, de telle sorte qu'ils n'ont plus besoin d'en produire autant. Et s'il y a quelqu'un qui demande 10 ans plus tard, tiens, je voudrais avoir cette pièce, pas de souci, on l'imprime en 3D et on l'envoie. C'est beaucoup plus simple que commencer à stocker énormément de petites pièces comme ça, sachant qu'il y a un certain nombre qui ne vont pas être utilisées. Alors maintenant, la société Boule de Guy, vous voyez Boule de Guy, on l'en voit quand même pas mal durant cette période. Alors, je vais peut-être juste expliquer. Alors, Boule de Guy, si... vous voyez un boule de Guy dans un arbre. En fait, chaque baie représente un territoire. Les relations ou les tiges qu'on va avoir entre les baies représentent en fait les relations de coopération, d'entraide entre les différents territoires. Et ensuite, la branche et l'arbre, on pourrait représenter ça comme les régions et l'État, vont donner des ressources financières, mais pas que, compétences, structures, etc., à cette boule de Guy. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, on pourrait avoir un territoire autonome, etc. Non. Aujourd'hui, les territoires, il faut se l'avouer, n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Et l'État peut aider pour éviter de réinventer la roue dans chaque territoire, lui donner les moyens de devenir, en fait, résilient. La technique, c'est comme suivante, c'est qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un, c'est un vieux proverbe, à pêcher, plutôt que lui donner le poisson. Parce qu'une fois qu'on lui donne plus le poisson, il ne peut plus rien faire. Donc il vaut mieux aussi être capable. Et l'État, les régions ont ce rôle de faciliter la vie pour les territoires pour parvenir à trouver leur propre résilience. C'est ça l'enjeu. C'est pas lui donner tiens, je te donne de l'argent, je te donne de l'argent, ou je t'assiste sans cesse. Non. L'idée, c'est vraiment, moi, je te donne le pouvoir de pouvoir être résilient par toi-même, même si, potentiellement, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a l'État, il y a des inondations ou autre chose, c'est pas sûr que l'État puisse réagir comme ça tout le temps,
eh bien, le territoire a au moins un niveau minimum de résilience. L'autre principe, c'est de se dire que entre avoir aucune eau et avoir un peu d'eau, entre le fait d'avoir un peu d'énergie et pas du tout d'énergie, les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Parce qu'au moins, quand vous avez un peu d'énergie ou un peu d'eau, vous pouvez quand même garder certains services. Si vous n'en avez plus, c'est ce qu'il y a de pire. Et l'idée, c'est vraiment, cette résilience-là, c'est de donner au territoire la capacité d'avoir au moins un minimum, ce que j'appelle un mode dégradé, pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas avoir tout le corps en haut, mais c'est avoir au moins une partie de la tête hors de l'eau, parce qu'une fois qu'on se noie, on se noie, quoi. Alors, c'est un petit peu comme ça ce que je l'ai montré. Donc, boule de Guy, c'est les baies qui sont ici. Et donc, il y a un territoire, par exemple, qui peut avoir une inondation ou autre chose. Il peut être aidé, bien sûr, par les autres territoires. Et ici, l'idée, c'est que la France, mais aussi les régions, peuvent aider à acquérir cette résilience. Et donc là, je représente aussi ici, c'est que j'ai mis dans le livre, c'est évidemment, c'est pas uniquement de l'argent, mais c'est aussi les structures. Il y a plein de projets partout. Vous en trouvez plein de projets partout pour l'économie circulaire, etc. Et c'est bien qu'il y ait ça. Et dans le lot, il y a peut-être des idées, et certainement, il y a des idées qu'on peut mutualiser. Il y a des ressources, telle personne a inventé ça ou imaginé ça. Peut-être que dans tel territoire, ça pourrait être intéressant de l'utiliser là. Et de commencer à, plutôt que de, encore une fois, réinventer la roue à chaque fois, c'est le réutiliser et de mettre en place ça sur beaucoup plus de territoires, ce qui fait gagner beaucoup de temps, parce qu'entre nous, on n'a pas énormément de temps non plus. Alors, ça, c'est un peu une manière... Alors ça, c'est pour une société. Un autre type d'organisation que je pensais, c'est qu'aujourd'hui, c'est très centralisé. C'est-à-dire que grosso modo, souvent, il y a une usine de production à un endroit, évidemment un endroit où ça ne coûte pas cher, et puis après, c'est distribué, puis on le met à la poubelle. Bon. Le modèle que moi je propose pour une entreprise, c'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus polyvalent. Alors je ne dis pas que c'est parfait, on ne peut pas complètement sortir de ce modèle-là comme ça du jour au lendemain, mais une entreprise, par exemple une usine, peut être polyvalente et faire plusieurs produits. Et ce qu'elle va ressortir, potentiellement ça peut aider ou ça peut être une ressource pour d'autres entreprises à côté. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, mais c'est une partie. Et on peut comme ça faire tourner les choses. C'est vraiment l'économie circulaire que j'ai. Et l'autre point, et c'est peut-être la différence par rapport à l'économie circulaire traditionnelle, c'est qu'il y a des connexions entre ces différents éléments. Et on a moins cette vision qu'on a, qui est aujourd'hui très efficace lorsque tout marche bien, de ce qu'on appelle un peu des chaînes lean, où tout est sur le chemin critique. Et le problème, ça c'est un exemple ici, lorsque par exemple on fait un jean, alors vous retrouvez, alors tout va bien, si tout va bien, voilà, il y a un certain nombre de circuits, donc ça c'est parfait. Mais il suffit qu'il y a un endroit, par exemple, où ça ne marche pas. Je parlais de semi-conducteurs, mais il y a une usine, l'usine d'assemblage des jeans, pas de bol, elle est inondée, où il y a de sécheresse, il n'y a plus d'eau. Et comme évidemment vous dépendez que de cette usine-là, vous ne pouvez plus vendre après, quoi. Donc ça signifie dire, une des manières de faire, c'est d'avoir des choses qui sont beaucoup plus proches de soi, multiplier diversité. Alors évidemment, dès lors qu'on crée de la diversité, évidemment, la performance économique est moins bonne directement. En revanche, vous êtes plus robuste. C'est pour vous rappeler, c'est l'histoire des bateaux que je vous ai montré. Et donc, on peut avoir ce type de modèle-là avec des interconnexions entre les différentes usines. Pour être usine ou lieu de fabrication, c'est comme pour les agriculteurs. Les agriculteurs, je ne dis pas que c'est simple, mais effectivement, ils peuvent développer tout ce qui est leur activité, multiplicité d'activités différentes, avoir différentes sources de revenus, avoir quelque chose qui est beaucoup plus local. Et donc, on aboutit effectivement à un modèle comme ça. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais ça peut se faire progressivement. C'est ça aussi qui est intéressant. On n'est pas obligé de renverser la table, faire la révolution, et puis une fois que la révolution, on se dit tiens, il faut qu'on rebâtisse les trucs, comment on va faire. Bon, il y a certains qui prônent ça. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des stratégies pour aller vite, mais en revanche, on peut faire ça en parallèle et construire ça dès à présent. Et voilà, j'arrive pile poil dans le temps. Je suis désolé si j'étais un peu rapide, mais je sais que j'avais pas énormément de temps. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Dimitri. On va pouvoir passer à la séquence de questions-réponses. Donc, comme je vous disais, vous levez bien la main dans le public pour que je vienne vous apporter un micro. Ou ceux qui nous regardent, vous envoyez aux questions à causerie@cesi.fr. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des interrogations? J'arrive.
Donc levez bien après que je l'identifie un peu dans la salle. Alors, juste une petite règle. Oui, Ici, les questions-réponses, à l'exception pour à distance, c'est donc là, un homme, deuxième, femme, obligatoirement. Donc la deuxième question après sera obligatoirement une femme, pas d'homme, d'accord? Et après sera un homme, et puis après une femme, etc. Ok? Vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Amine, je suis en... Ouais. Allez-y. En première année du coup de génie généraliste. J'aurais une question qui va se couper en deux du coup. Je ne sais pas si vous savez que certains producteurs de voitures et constructeurs ont décidé d'arrêter les voitures thermiques en 2035. À quel point vous pensez que ça va affecter le changement climatique? Alors, le véhicule électrique en fabrication, effectivement, émet plus de CO2 uniquement par la fabrication, et c'est lié beaucoup à la batterie, hein, environ 2 fois plus que pour la fabrication d'un véhicule thermique, mais à l'usage. Évidemment, surtout, évidemment, si vous le mettez en Chine ou dans des endroits où c'est carboné, c'est une autre histoire. Mais si l'électricité est décarbonée, hein, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un véhicule électrique. Ensuite, le deuxième point, c'est que, donc, ça signifie que dans le temps, ça vaut vraiment la peine de prendre des véhicules électriques. Sauf qu'on ne va pas pouvoir remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. On n'a pas suffisamment. J'ai parlé du problématique de cuivre. Il faut produire suffisamment d'énergie. Si les Chinois se disent, écoutez les amis, désolé, les panneaux solaires, ça a déjà commencé à le faire. On va peut-être plutôt se les garder pour vous. On va en donner un petit peu, quelques-uns, mais pas tant que ça. Nous, pour la transition énergétique, on va être un peu dans le baba, quoi. Donc, ce qui veut dire que obligatoirement, il faut effectivement le véhicule électrique. C'est important effectivement de les mettre en œuvre. Ça ne pourra pas tout remplacer. Et deux, ça veut dire obligatoirement d'avoir des transports qui soient plus écologiques, mais aussi de rapprocher les choses. C'est-à-dire avoir des services publics qui soient plus proches et d'avoir un certain nombre de choses qui soient plus proches pour réduire le besoin de déplacement carboné, par exemple. Voilà. Alors. Une autre question? Femme, obligatoirement. Non, alors moi j'ai une question. Pour le coup, vous parliez donc de l'ensemble des impacts environnementaux et tout ce qui est lié, mais il y a aussi finalement l'impact humanitaire qui est palpable dès aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on demande qu'il faut des ressources, alors vous, futurs professionnels, ou nous, de s'impliquer en tant que citoyens et de mener des actions, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui mènent des actions, alors pas forcément sur le réchauffement climatique, mais sur les impacts, je pense à l'immigration, voilà, etc. Tout le côté humanitaire des choses qui finalement est une conséquence, enfin pas totale, mais en partie. Oui. Comment on va pouvoir mobiliser assez de monde pour gérer tous ces problèmes, en fait? Alors c'est vrai que c'est loin d'être évident. Hein. Nous encore, on a assez de chance par rapport à d'autres pays comme l'Inde ou même en Afrique aussi. Hein. L'Inde, il y a des endroits où ça va plus devenir habitable parce qu'il fait tellement chaud, il fera tellement chaud. Hein. En fait, c'est même ça, il peut faire 35 degrés, mais le taux d'humidité, hein, ce qu'on appelle le thermomètre mouillé, mais l'humidité va devenir suffisamment forte. Vous savez, quand vous transpirez, évidemment, ce qui se passe, c'est que ce sont des gouttes de sueur qui s'évaporent. Et quand elles s'évaporent, elles se transforment en vapeur, ce qui ponctionne de l'énergie de votre corps. Mais si le taux d'humidité dans l'air, il est d'environ de 90 ou 100%, vous ne pouvez plus... ça ne s'évapore plus. Donc ça veut dire que votre température interne, en fait, elle augmente. Et donc vous mourrez. Bon, pas top. Mais ça veut dire inhabitable. Et la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on va gérer ça, parce que les gens ne vont pas rester dans ces endroits-là, ils vont se déplacer. Et là, il n'y a rien de simple. La seule chose c'est-à-dire que, ça signifie effectivement travailler en coopération avec, et notamment aider les pays qui sont dans cette situation-là, pour trouver des alternatives quand c'est possible. Et ça, c'est une première chose. C'est aussi être résilient soi-même, c'est de montrer l'exemple. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le silver bullet en anglais, de techniques simples pour faire. Effectivement, il y a un risque, j'en sais rien, on verra que sur le pourtour méditerranéen ou d'autres endroits, on le voit par exemple pour le Mexique, vis-à-vis des États-Unis, qu'il y ait des migrations, ce que je peux comprendre, si je sais que je ne veux plus vivre à un endroit, oui, je vais me déplacer, quoi, parce que voilà. Donc il faut savoir le gérer. Simplement dresser des murs, c'est sympathique, mais ça ne servira pas à grand-chose. Donc ça va jouer beaucoup par la coopération entre les différents États que ça va se faire. Si jamais il y a une femme, allez-y, je veux voir. Hein. Merci pour la présentation. Merci. Hein. Tout à l'heure, vous présentiez en fait votre, nouveau format d'économie circulaire. Oui.
où en fait il faut décentraliser les usines. Oui. Alors, lorsqu'on décentralise les usines, ben, les matières premières, elles ne sont pas partout. Du coup, il faut déplacer les matières premières. Est-ce que cette mesure-là a été faite entre délocaliser les usines, le coût du transport en fait, des matières premières qui va forcément exploser? Est-ce que ça a été pris en compte premièrement? Et deuxièmement, en fait, ben, les usines étaient positionnées parce que les main-d'œuvre coûtaient moins cher dans certaines zones. Du coup, si elles sont décentralisées, ben, la main-d'œuvre, est-ce que ça suit en fait? Alors, concernant les matières premières, effectivement, on peut se poser la question. Ça signifie que lorsqu'on a ce type d'industrie, on est capable potentiellement de changer de matière première. Donc, par exemple, quand on construit un bâtiment, je sais par exemple dans un certain nombre de pays, alors on ne le fait pas en France, mais on a toujours des trucs qui sont standardisés, mais je pense que d'ailleurs, on a énormément à apprendre de l'Afrique ou de l'Asie. En Asie, l'Inde appelle yoga d'innovation. C'est le fait d'utiliser les matériaux qu'on a localement. Donc ça signifie aussi que lorsqu'on va concevoir des produits, on intègre le fait, exactement ce que vous dites, de OK, quelles sont les ressources que j'ai à disposition facilement pour effectivement produire tel ou tel type d'autres choses. Donc potentiellement, ça veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué de produire de nouveaux smartphones. On va peut-être beaucoup plus réutiliser, mais dans pas mal de pays, ils savent très bien les réparer ou réparer des vélos ou d'autres choses. Ça, pour une chose. Et effectivement, il y a un impact sur le coût. Pour le domaine de l'agriculture, alors c'est peut-être on verra ce qu'il en adviendra, mais ça coûte beaucoup moins cher de produire dans certains pays parce qu'ils ont une réglementation qui est souvent plus basse et le coût de la main-d'œuvre est moins élevé. Mais si par exemple, dans certains cas, je ne dis pas que ça applique partout, mais si c'est vous qui faites la cueillette d'un certain nombre de fruits et de légumes, etc., ça coûtera moins cher en main-d'œuvre, donc potentiellement vous pourrez accéder à cette matière. Ou si c'est vous qui réparez, ou etc., etc., comme le coût de la main-d'œuvre, c'est une partie importante du coût total, ça peut être un des moyens, je ne dis pas que c'est parfait, pour justement réduire effectivement ce coût. Et après, il y a aussi d'autres impacts, c'est que si vous produisez en interne, vous voyez, c'est un impact sur tout le territoire. Alors, oui, youpi. Merci. Allez, attends. Ouais, allez-y. Est-ce que le fait de devoir un petit peu forcer l'adaptation au changement climatique, ça ne va pas empêcher certains pays de se développer? Je pense particulièrement aux pays d'Afrique subsaharienne, ou même Afrique générale, où en fait, on va un peu les empêcher, eux, de puiser dans leurs matériaux, parce que du coup, ça va engendrer des conséquences climatiques, alors que nous-mêmes, auparavant, on a déjà commencé à puiser leurs matériaux et les matériaux en Europe. Donc ça va créer plus de réfugiés climatiques, alors qu'ils pourraient peut-être potentiellement, eux, avoir leurs ressources. Alors c'est un très bon point, parce que je veux dire, en Afrique ou d'autres pays, ils disent « Attendez, vous êtes rigolos. D'un côté, c'est vous qui émettez le maximum de gaz à effet de serre, et puis c'est nous qui en pâtissons derrière. » Première chose, ce qu'on voit, c'est que, il est indispensable que les pays, ces pays-là, ont un niveau minimum, de vie, quoi. Il y a des gens qui n'ont plus d'eau, qui n'ont pas d'électricité, etc. Donc, et pour arriver à ce niveau de vie, par rapport à ce que nous on consomme en termes d'occidentaux, c'est assez peu. Et même leur émission de gaz à effet de serre, en fait, assez peu, toute faible. Nigeria, je crois que c'est, je sais plus, c'est c'est moins de 1 tonne par personne, donc c'est ridicule. Donc le fait, il y a ce premier, donc de toutes les manières, oui, il faut les aider, et potentiellement l'idéal, l'Inde, par exemple, c'est problématique, mais c'est les aider à trouver des solutions pour que lorsqu'ils appartiennent à ce niveau de vie, que ça soit le moins carbone possible. Mais après, on ne va pas commencer à s'ingérer dans la politique de l'Inde ou dans d'autres pays. Je ne vais pas parler de colonialisme, etc. Mais en revanche, ça signifie donner les moyens, les outils qu'ils, eux, s'approprient pour faire les choses. Mais après, je vais être très franc, la meilleure solution aujourd'hui pour réduire nos impacts, c'est les Occidentaux, que ce soit les Américains ou aussi les Chinois. Mais les Chinois, c'est aussi une partie, pas tout, une partie d'importation française ou européenne. Donc, on peut intervenir, nous, réduire nos consommations, puisqu'on est les plus gros émetteurs. 2, aider les autres pays. On propose des solutions. Eux-mêmes vont trouver des solutions. Ils sont super imaginatifs, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est combinant les deux. Mais en revanche, on ne peut pas dire au pays, écoutez, non, désolé, vous restez dans la misère. Non, et même humainement, c'est juste pas possible. On a besoin... tout ça, notre résilience ne viendra pas si il n'y a pas de solidarité.
Si on n'est pas ensemble, si vous voyez votre voisin qui est en train de, comment dire, en pleine inondation, vous n'allez pas dire je suis désolé, mais je ne vais pas être solidaire avec toi. Non, il faut vraiment une solidarité qui se crée, sinon ça ne marchera jamais. Et il faut, voilà. Autre question. Oui. Bonjour monsieur. J'ai vu une question par là. Oui. Ah là, ok. Bonjour monsieur, je vous remercie pour votre présentation. Il y a un détail qui m'a attiré l'attention, c'est le fait d'utilisation numérique. Et j'aimerais bien savoir comment l'utilisation de numérique peut entraîner en fait au réchauffement climatique, en fait d'une manière un peu concrète. Et oui. Et aussi en fait j'aimerais bien savoir, parce que là en fait je sais bien que le besoin des databases dans n'importe quelle entreprise c'est primordial. Et je crois qu'il y en a besoin de plus en plus de databases. Et je ne sais pas comment on peut diminuer en fait l'effet diminuer leur impact quoi. L'impact sur l'environnement par rapport à ça. Alors sur le plan du numérique, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Là on parle effectivement le plus gros du numérique, c'est la fabrication. Donc fabrication notamment de serveurs, ces éléments-là. Donc ça signifie... J'attends que vous... Voilà. Ça signifie que, on peut tout à fait réutiliser un certain... Alors, pardon, pour les impacts, il y a la fabrication. Deuxièmement, il y a l'usage. Notamment, c'est l'électricité qui va être utilisée pour refroidir les serveurs. C'est souvent ça, d'ailleurs. Une grosse partie, c'est refroidir les serveurs pour les climatiser. Ce qui, d'ailleurs, lorsqu'il y a des canicules, est compliqué. Et d'ailleurs, il y a dans l'autre sens. Par exemple, c'est à Londres. Il y a Google qui a dû fermer 3 data centers parce qu'il faisait trop chaud. Ils ne pouvaient plus les refroidir. Et donc, ça signifie, le point principal, c'est toujours se poser la question, à quoi ça sert ? Si je mets ça en place, à quoi ça sert que je le fasse ? Est-ce que c'est par exemple pour que les gens consomment plus ou au contraire, et là, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour dire quels sont les endroits où potentiellement il y a un risque climatique, d'inondation, de canicule, et comment faire pour s'adapter à ça ? Je pense que c'est la première question de base à se faire, et puis après il y a plein de moyens, y compris en termes de langage, de redondance, etc., pour réduire son impact numérique. On va devoir conclure là, malheureusement, je vois plein de questions. Donc pour ceux qui ont un peu de temps, on peut se voir à l'Espace Café. Merci à tous. On peut remercier encore Merci à vous. Dimitri Carbonel. S'il vous plaît, la semaine prochaine, donc, je vous propose de suivre la causerie sur l'alimentaire, des pistes pour une alimentation durable. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont vus. Vous pouvez revoir les causeries sur la chaîne YouTube Saisie, les causeries Saisie. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à causerie@saisie.fr. Merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi.